Alors là, on va rentrer dans le dur, on va te parler d'adapter sa stratégie d'entreprise. Donc là, on est en temps de crise. Et donc, de toute façon, comme il a été très bien dit par Alexis, il y a toujours un enjeu de se transformer, d'évoluer et en tout cas de s'adapter aux réalités. Là, on va travailler et on va avoir la chance d'avoir Audrey Duguet, experte en création d'entreprise chez BPI France. Bonjour. Bonjour Audrey. Et Thierry Keller, qui est directeur des rédactions chez Uzbek Erika, donc un média qui est, je dirais, qui est spécialisé dans l'exploration du futur. C'est ça. Super. Absolument. Donc je suis très heureux de vous avoir. Là, on va pouvoir échanger sur l'enjeu de comment les entrepreneurs peuvent s'adapter, peuvent anticiper, etc. Avant ça, j'annonce un petit film. On va voir le témoignage de deux entrepreneurs qui vont nous parler de la manière dont ils s'adaptent. Bonjour, je m'appelle Christine Kilama, je suis porteur de projet. Donc avant la crise, j'avais pour but d'entreprendre dans le secteur de la maroquinerie, en l'occurrence la maroquinerie à base de cuir vegan. Jusque-là, pour moi, tout se passait bien. J'avais entrepris des démarches auprès des fournisseurs, des ateliers de confection. Donc, on était arrivé à des accords en termes de quantité pour ce qui est du fournisseur et aussi en termes de prototypage pour l'atelier. Mais malheureusement pour moi, quand est arrivée la crise, toutes les cartes ont été rebattues. Donc, du coup, toutes les négociations qui ont été faites auparavant se sont revues un peu remaniées dans la mesure où il était moins pertinent pour les fournisseurs de travailler avec une jeune entreprise parce que du coup en termes de quantité pour eux je ne leur assurais pas une viabilité pour eux financière. Donc du coup toutes les négociations qu'on avait entamées se sont vues arrêter d'un seul coup. Idem pour l'atelier de confection. Du coup la question que j'aurais à poser aujourd'hui c'est à savoir quels sont les éléments, du moins les outils mis à disposition des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs comme moi, pour ne serait-ce que entrevoir ou bien même préparer le futur en temps de crise. Je m'appelle Youssef Abdaoui, je suis le fondateur de la startup IRS 360, qui est l'alternative au coton-tige, testée et approuvée par le syndicat des EARL et Made in France. Comme toute entreprise, notre entreprise a été impactée par le Covid. Tout au long de l'année, il y a eu plusieurs salons dans lesquels notre startup était inscrite, donc notamment la Foire de Paris, et puis plusieurs autres salons à thème. Donc, ce sont des salons qui ont été totalement annulés dû à cette crise. Nous avons dû décaler une campagne de crowdfunding et nous avons dû nous adapter totalement à une nouvelle stratégie qui est celle du numérique. La question est comment continuer à se développer et quel choix faire. Alors, adapter sa stratégie face à la crise, tous les entrepreneurs se posent la question. La crise du Covid, elle a rendu ces questions incontournables. On l'a vu, il faut identifier les outils pour pouvoir le réaliser. Il faut aussi identifier comment on va pouvoir adapter sa stratégie, parfois grâce à la digitalisation de l'activité. On a la chance aujourd'hui d'avoir Audrey Duguet, donc comme je l'ai dit, experte chez BPI France en accompagnement des entreprises. Quels sont les outils aujourd'hui existants? Est-ce qu'il y a des choses qui existent aussi, qui ont été créées spécifiquement dans le cadre de la crise? Tu peux nous en dire quelques mots? Alors oui, effectivement. Les dispositifs en fait, d'aide à la création sont nombreux. En fait. Et ils existent déjà depuis un certain temps, puisqu'on n'a pas attendu la crise pour accompagner les entrepreneurs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, la crise ne doit pas être un frein à la création d'entreprises. Et d'ailleurs, je dirais même au contraire. Et on l'a vu sur l'année 2020, puisque sur 2020, il y a 850 000 entreprises qui se sont créées. Et c'est quand même 35 000 de plus qu'en 2019. D'accord, donc il y a beaucoup d'enthousiasme. Exactement. Donc il y a une volonté finalement de créer son entreprise, de créer son propre emploi finalement. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est de dire, si vous avez une idée, si vous avez un projet, si vous vous sentez l'âme d'un entrepreneur, tout simplement, il faut y aller. Et ce n'est pas parce qu'on est en temps de crise qu'il n'y a pas de dispositif. Et mon premier conseil, ce serait de dire, faites-vous accompagner. D'accord. Voilà. Allez-y et faites-vous accompagner. Exactement. L'accompagnement est vraiment primordial et c'est vraiment une clé de la réussite de l'entrepreneuriat, du porteur de projet, parce que le parcours de création, finalement, il peut être chaotique, il peut être décourageant, parce qu'il y a énormément de questions à se poser. Comment je réalise un business plan ?
comment je choisis ma structure juridique, quelles sont les aides financières auxquelles j'ai le droit. Enfin, il y a vraiment énormément de questions, énormément de besoins que le porteur de projet peut se poser. Et justement, les réseaux d'accompagnement sont là pour répondre à toutes ces questions et également pour éviter au porteur de projet de perdre son temps dans toutes ces démarches. Il y a un super site qui existe où on peut trouver ces informations. Exactement. Justement, sur bpifrance-création.fr. Donc, ça va être le premier outil finalement d'accompagnement du porteur de projet, puisqu'il va pouvoir finalement se renseigner, avoir les premières démarches de création et surtout trouver le réseau d'accompagnement qu'il lui faut en fonction de sa localité, en fonction de ses besoins, puisque tous les réseaux ne s'adressent pas aux mêmes porteurs de projet. D'accord. C'est vrai, il faut savoir, il y a des réseaux qui sont dédiés à l'entrepreneuriat des femmes, par exemple. Exactement. Il y en a même, j'ai vu, qui sont spécialisés sur l'entrepreneuriat des migrants, qui vont les accompagner. Oui. Il y a aussi des réseaux qui vont vous accompagner selon votre stade de développement, c'est-à-dire de maturité de l'entreprise. Et donc, vous n'allez pas être accompagné lorsque vous êtes tout au début, où vous avez besoin d'apprendre beaucoup de choses, et lorsque vous avez plutôt besoin d'une forme de mentorat, voire de coaching. Exactement. Donc, c'est important de l'émergence de l'idée, finalement, ou post-création. Une fois qu'on a créé, mais qu'on a besoin de développer pour pérenniser finalement sa structure. Et aujourd'hui, on peut quand même constater que les entrepreneurs qui se sont fait accompagner ont une situation plus pérenne dans le temps qu'un entrepreneur qui aurait démarré tout seul. Donc ça, c'est vraiment un des premiers dispositifs, je pense, de réussite. D'accord, donc se faire accompagner, bpifrance-création.fr. Voilà, retrouver tous les réseaux d'accompagnement sur le site. Et trouver un accompagnement qui vous ressemble. Exactement, surtout, voilà. Excellent. Merci beaucoup, Audrey. Thierry Keller, donc toi, tu es directeur de la rédaction de Uzbek Erika, donc vraiment le média qui explore le futur. Peut-être avant de rentrer sur cette réflexion, tu peux peut-être nous dire un peu comment vous avez vécu la crise, peut-être vous, en tant que média ou... On l'a vécu un peu de manière à la fois comme entreprise, où clairement ça a été extrêmement difficile, mais aussi on l'a vécu en tant que média qui explore le futur, dans un moment où le futur nous a percutés. En gros, ça fait une dizaine d'années, ça date de 2010, le premier numéro d'Uzbek Erika, une dizaine d'années qu'on explore le futur, et donc qu'on manipule des signaux faibles, qu'on tire des scénarios à partir de ces signaux faibles, et puis voilà que un truc arrive comme une sorte de Deus ex machina dans une mauvaise série B et qui vient complètement réinterroger non seulement notre business model, mais aussi le discours sur le futur. Ça nous a rendus quasi aveugles, sourds et muets. C'est évidemment symbolique ce que je dis. Oui, j'entends bien, il y a un temps de sidération. Il y a un temps de sidération. Alors c'est intéressant ce que tu dis, Ahmed, parce que le mot sidération lui-même a été extrêmement utilisé depuis quasiment une vingtaine d'années. J'allais dire depuis le 11 septembre 2001, on ne cesse d'être sidéré. Et finalement, quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit que cette crise sanitaire, elle vient parachever d'une certaine manière une succession de crises. La crise financière, la crise climatique évidemment. Et donc je crois que la première chose qu'on a dû faire chez nous, chez Uzbek Erika, c'était de se dire comment on recommence à faire notre métier, comment on recommence à faire de la prospective dans un moment où on n'a pas seulement perdu le goût et l'odorat quand on a rattrapé le Covid, on a aussi eu un sentiment de vivre dans un univers très opaque et de retrouver finalement une méthode de travail. Et par exemple, je termine juste là-dessus sur notre ligne éditoriale, on s'est assez rapidement dit que le terme de monde d'après ne nous convenait pas, parce qu'on n'arrivait pas à voir ce monde d'après, on était réellement dans une incapacité intellectuelle de voir ce monde d'après, et au terme monde d'après, on a préféré utiliser celui de long maintenant, le long now, comme disent les Américains, et d'essayer de comprendre comment on fait de la prospective plutôt en regardant sur les côtés qu'en regardant loin. Et j'allais dire presque aujourd'hui, c'est maintenant qu'on peut recommencer peut-être à voir ce monde d'après. C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait presque penser, tu sais, aux approches qui sont liées à la méditation, où on invite à s'inscrire dans l'ici et maintenant. Et donc, pourquoi je pense à ça? Parce que ça me fait penser à la logique de sérénité. C'est-à-dire pour se projeter, il faut être un minimum serein et ancré aujourd'hui. Mais ce n'est pas un hasard si le livre d'Emmanuel Carrère, Yoga, a connu un immense succès pendant la crise sanitaire. Nous-mêmes avons réalisé un dossier sur la nouvelle vague psychédélique
qui n'est pas seulement réservé à des hurluberlus issus de la Silicon Valley ou des types Antoge qui prennent des champis, mais clairement à un moment où on a besoin aussi de se réexplorer soi-même. Je crois qu'à partir du moment où le monde est redevenu extrêmement vaste et où 10 km plus loin, c'est déjà un interdit, donc le reste du monde a fortiori, il y a peut-être des nouveaux voyages intérieurs. Je ne pensais pas parler de ça, mais ta question m'y pousse. Mais je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose de l'ordre de la méditation ou de la nouvelle spiritualité, au bon sens du terme. Alors, c'est la question du sens, hein, parce que l'incertitude, c'est la perte de sens aussi. C'est la perte du sens commun. C'est la perte de ses certitudes, c'est le fait de poser le pied quelque part et que le sol se dérobe sous ce pied, et donc de retrouver une certaine forme de consistance à sa propre vie et aussi, je crois, à la vie collective. On a vu clairement au moment de cette crise qu'on était tous un peu éparpillés les uns les autres, comme disloqués socialement. Et un des enjeux évidemment de l'avenir, ce sera de retrouver des lieux communs, au sens où on se reparle, on se refrotte. N'oublions pas que nous sommes des mammifères et qu'en tant que mammifères, on n'a pas vocation à vivre éternellement séparés les uns des autres. C'est pour ça que justement beaucoup avaient pointé du doigt le fait que le terme de distanciation sociale, il n'était pas adapté. Il fallait plutôt parler de distanciation physique. De toute façon, il y a de la distanciation. Voilà, oui, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, plus qu'hier, peut-être il est nécessaire de se rapprocher, de se connecter. Et ça me permet de faire le lien avec Audrey, parce que je pense parmi les solutions qu'on apporte aux entrepreneurs, c'est aussi ça, c'est les inviter à se rapprocher entre eux, etc. Exactement. Et c'est une des solutions, c'est les mises en réseau. Et on a notamment les programmes accélérateurs qui permettent en fait aux entrepreneurs de suivre une formation, finalement une formation intensive qui va les préparer à ce métier de chef d'entreprise et de pouvoir développer pérennement leur structure. Et ça, c'est autour de 3 piliers. Donc, c'est le conseil individuel, donc vraiment en fonction de chaque cas, la formation collective, mais également la mise en réseau, et qui va être très primordial. Et donc, à travers cette promotion, finalement, ils vont pouvoir créer du réseau. Avec dans le cadre du programme Entrepreneur pour tous, donc il y a un réseau des chefs de projet CitéLab, c'est des femmes et des hommes qui sont dans les quartiers, qui vont aller à la rencontre des entrepreneurs pour justement les accompagner, les préparer, les orienter dans l'écosystème. Et donc, dans le cadre de la première crise, le premier confinement, je veux dire, on a fait une enquête avec eux pour comprendre l'impact du Covid sur les entrepreneurs. Et on s'est rendu compte que ceux qui étaient accompagnés dans le cadre d'accélérateurs et donc qui bénéficiaient qui vivaient en fait dans des promotions, ils avaient d'autant plus tendance à rebondir, à être optimistes par rapport à la suite, etc. Donc il y a vraiment un effet positif d'être entouré. On se sent soutenu finalement, on ne se sent pas seul, on n'est pas isolé et on est vraiment une communauté. Voilà. Et du coup, on en a parlé un petit peu, mais qu'est-ce qu'il existe comme outil concret, que ce soit du financement ou de l'accompagnement pour Là, c'est vrai qu'on était vraiment dans l'accompagnement. Donc, que ce soit les réseaux ou les programmes accélérateurs, c'est de l'accompagnement. Maintenant, il nous faut des aides financières parce qu'un projet, il faut des sous pour que ça fonctionne. Et ce qui existe en matière de financement et qui est accessible à tous, donc vraiment à tous les entrepreneurs, ce sont les prêts d'honneur. D'accord, les PH. Exactement, ce qu'on appelle vulgairement les PH. D'autant plus, on sait qu'on a une volonté de la création d'entreprise, puisqu'il a été lancé cette année quand même 2 nouveaux prêts d'honneur. Donc il y a le prêt d'honneur création reprise et le prêt d'honneur renfort. Renfort. Voilà, exactement. Et donc ces prêts d'honneur, ils sont accessibles aux porteurs de projets ou pour le renfort pour les sociétés qui sont déjà en activité. Mais ce sont des prêts qui sont donc sur la tête de l'entrepreneur. Donc c'est un prêt personnel pour l'entrepreneur, un prêt à taux zéro, sans garantie, mais qui finalement permet à l'entrepreneur d'asseoir son assise financière, donc de consolider son apport personnel et d'obtenir plus facilement un prêt bancaire. D'accord. Donc en fait finalement, les fondamentaux de l'entrepreneuriat pour réussir, ils sont encore plus vrais dans cette période un peu troublée. Exactement, parce qu'on a vraiment des outils qui aujourd'hui sont lancés et sont déployés
pour relancer, parce que c'est le thème, on va dire, du programme, la relance, la création d'entreprises, l'entrepreneuriat en règle générale. Et toi, Thierry, qu'est-ce que ça t'évoque, justement, un entrepreneur aujourd'hui qui se pose des questions, est-ce que je dois me lancer alors que le futur est opaque, comme on le disait tout à l'heure? Mais moi, je suis très frappé par ce que vient de dire Audrey sur le fait qu'on n'a jamais eu autant de création d'entreprises qu'en 2020, en tout cas par rapport à 2019. Et je trouve qu'il y a cette espèce de contradiction entre ce qui nous est présenté, je trouve, dans l'espace public au sens générique, d'un pays qui va mal, d'un pays où les communautés se détestent les unes les autres, où on a envie de se faire la guerre et où finalement on courbe les chines en disant on ne va jamais y arriver, et la réalité objective. Alors c'est un terme peut-être un peu marxiste de dire réalité objective, mais en tout cas c'est une réalité qui existe, et je pense qu'il y a une effervescence. Clairement, nous, on est en train, avec Uzbek Erika, de lancer ce qu'on appelle un observatoire des identités, et où on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'optimisme qu'on ne pense dans ce pays, il y a beaucoup plus d'envie de s'en sortir, et surtout, il y a, comme on dit en entreprise, il y a des assets. C'est-à-dire, d'abord, il y a des financements, et puis il y a une énergie. Donc moi, ce que ça m'inspire, c'est que on est peut-être qu'au début de quelque chose. D'accord. Voilà. J'écoutais le sociologue Jean Viard dire récemment qu'on était peut-être à l'aube de ce qu'il lui appelle les 10 glorieuses, donc les 10 prochaines années. D'accord. Oui, clairement. Après, bon, nous, en tant qu'entreprise, on s'est pris un petit coup dans la gueule quand même. Ça n'a pas été facile. Mais je pense qu'un minimum d'enthousiasme existe. Et que c'est sur cet enthousiasme qu'il faut capitaliser et aller de l'avant. Et c'est pas un discours de méthode Coué, je pense que c'est un discours qui se fonde sur réellement ce que tu dis, des données. Là, il y a des faits extrêmement concrets. Bien sûr. Et après, moi, il y a un terme que j'aime bien, c'est quand on parle de transformation silencieuse. C'est-à-dire, ça fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le maintenant long. Oui. Et ça veut dire dans le sens où finalement on est dans le présent, mais en même temps on cultive, on crée les conditions pour exprimer le potentiel de demain, quoi. Et qu'il est déjà là. Il y a des plaques tectoniques qui œuvrent de façon quasi souterraine. Et à un moment donné, on s'aperçoit que quand ça affleure, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il suffit de regarder dans ces marges, dans ce monde invisible, mais qui en fait est extrêmement énergique. Et quand je parle d'effervescence, je pèse mes mots. Il y a une effervescence, il y a un crépitement à l'entrepreneuriat, mais aussi au bénévolat, à l'entraide, à la solidarité. Et ça, c'est très français finalement. On l'a vu avec dans le cadre du premier confinement, on a vu non seulement des associations qui apportaient beaucoup de réponses dans les quartiers qui se sont mobilisés, mais aussi des entrepreneurs eux-mêmes, certains avec des machines d'impression 3D, qui ont fait des visières, etc. Donc je te rejoins tout à fait là-dessus. On s'est reparlé, je crois, les uns les autres, et on est un peu aussi sortis de notre zone de confort. Et c'est vrai, tu fais peut-être référence à Decathlon, mais qui s'est fondé aussi sur de l'impression 3D. On a vu que des chercheurs se sont alliés avec des entrepreneurs du numérique. On a mis en commun nos expertises pour essayer de s'en sortir. Et en fait, on avait annoncé il y a un an une méga grande crise. Et je ne dis pas qu'elle n'existe pas d'un point de vue économique. Clairement, il y a le filet social français. Mais on observe aussi que quand on se retrousse les manches, on peut clairement aller de l'avant et réouvrir le champ de l'horizon. Audrey, toi, au niveau des entreprises, est-ce que tu repères un peu ce qu'avait évoqué Thierry, à savoir que dans les marges, il y en a qui identifient plutôt des opportunités, qui se réinventent? Ça, c'est. Et de toute manière, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû passer par cette phase de se poser et de se réinventer. Et d'ailleurs, il a été quand même. Ça a accéléré, la transition numérique, finalement, de pas mal d'entreprises. Elles ont dû se réinventer pour pouvoir justement continuer et essayer de traverser cette crise. Et du coup, je vais en profiter pour. Il y a eu énormément d'aides de la part du gouvernement pour aider à cette transition numérique des entreprises, puisque les aides, elles sont autant financières que de l'accompagnement, de la formation, de l'autodiagnostic. Voilà, il y a énormément d'aides qui sont mises et de solutions numériques
qui sont mises à disposition des entreprises pour réussir cette transition numérique. Alors, transition numérique qui était déjà prévue en fait à la base, mais je pense que la crise l'a réellement accélérée. Ah ouais, voilà, exactement. Et on a notamment en aide financière le chèque numérique. Donc le chèque numérique de 500 € qui permet une prise en charge à hauteur de 500 € de cette transition numérique. D'accord. Et jusqu'à présent, il était réservé aux secteurs les plus touchés, donc notamment l'hôtellerie et la restauration, et il vient d'être ouvert à tous les secteurs d'activité. Okay. Donc voilà, donc c'est le moment de profiter de cette aide. Là, je pense que ça intéresse les gens. Oui. Comment ils vont faire, comment ils font pour avoir accès à ce chèque numérique? Alors France Nom. Voilà, le site France Nom, ou alors vous avez également toutes les informations toujours sur le site bpifrance-création.fr. Vous retrouverez donc toutes les plateformes pour pouvoir accès à cette aide de chèque numérique à hauteur de 500 €. Et voilà, donc ce dispositif est ouvert aujourd'hui à tous les secteurs d'activité. Donc c'est vraiment le moment d'y aller et de réussir sa transition numérique. Je rebondis sur ce que tu dis, Audrey, parce qu'effectivement, ça a été un formidable accélérateur de digitalisation des activités, même au niveau de l'artisanat, du petit commerce de proximité, etc. Et des grandes entreprises, etc. Enfin, le fait que tout le monde s'est approprié des outils de visio, des outils, ça a transformé les pratiques. Les événements. Les événements, aujourd'hui, c'est un peu la preuve. Voilà, c'est ça. Et Thierry, tu as peut-être des choses à dire là-dessus. J'imagine que vous avez un petit peu réfléchi. Comment dire? Alors nous, c'est simple. Hein. En 2019, 52% de notre chiffre d'affaires provenait des événements. D'accord. En particulier de notre tribunal pour les générations futures, qui était un peu notre événement propriétaire. Le business model de Uzbek Erika, c'est à la fois de s'adresser au grand public et aux lecteurs, et en même temps aux entreprises et aux institutions. 52%, c'était pas rien. Il a fallu effectivement se redisposer parce que tout à coup, tout ça volait en éclats. D'accord. Et donc, après ce moment, comme tu le disais, de sidération, il a fallu aussi reconstruire une offre fondée évidemment sur le numérique. Alors, pour la petite histoire, nous, on est plutôt des intellos non numérisés, des intellos à lunettes non numérisés chez Uzbek Erika, en tout cas qui n'avons pas cette culture tech. D'accord. Pour la petite histoire, on est né en juin 2010, seulement sur papier, la même semaine que la sortie du premier iPad. Donc, c'est dire notre retard en la matière. Mais en fait, c'est un retard qu'on peut clairement combler. D'accord. Et là, aujourd'hui, on a une nouvelle plateforme numérique, on a un nouveau site, mais on préfère dire plateforme parce que c'est quelque chose qui doit agréger tous les contenus autour du futur. Et donc oui, évidemment, on remonte la pente, en particulier, évidemment, en se fondant sur une stratégie digitale très forte. Il y a une chose qui m'intéresse quand tu racontes cette histoire-là, c'est comment… En fait, donc effectivement, il y a ce temps de sidération. Comment on embarque en fait la rédaction, les salariés, en fait tous les collaborateurs en fait, il faut se projeter vers demain. Comment tu les embarques et tu les aides à dépasser Je crois avec un projet d'entreprise. Un projet d'entreprise. Un projet d'entreprise. Toute entreprise a une ligne éditoriale. Alors évidemment, c'est plus facile à dire quand on est un média. Nous, la ligne éditoriale, c'est 1, explorer le futur, et 2, si possible, avec optimisme et enthousiasme. Et donc, c'est de ne pas perdre de vue l'ADN de sa propre entreprise et de revenir un peu aux fondamentaux, de faire un peu du back to basics. Au lieu de s'éparpiller, c'est de recentrer les produits. Par exemple, nous, on a un média, de vraiment réancrer le média Uzbek Erika et derrière d'embarquer. Je ne dis pas que ça se fait facilement, en particulier parce que on a eu des difficultés financières importantes qui nous ont amenés à faire des licenciements. À prendre des décisions. À prendre des décisions. Non, mais moi, je ne vais pas faire de langue de bois, bien sûr, à faire des licenciements et à repartir moins nombreux, sans doute plus unis, sans doute plus enthousiastes, mais ça n'a pas été de gaieté de cœur. Mais ça demande du courage, et c'est des décisions en tout cas, un chef d'entreprise doit prendre. Oui. Et c'est aussi une responsabilité. Clairement, à la nuance près que dans le monde de la presse, on est tout le temps en crise. Oui. Ouais, et donc, la presse a sans doute été un des premiers secteurs les plus impactés par la révolution digitale précisément. Et d'une certaine manière, en fait, on est habitué à être une entreprise mutante. Moi, je crois beaucoup au concept d'entreprise mutante. Surtout quand on est un journaliste, on est un peu conservateur dans l'âme.
on a du mal à parler aux entreprises, on a du mal à bouger sa ligne éditoriale ou en tout cas à aller d'un support à un autre support. On est très attaché. Tu veux dire capacité de muter ou tu veux dire hybride dans C'est une bonne question. Je dirais alors une entreprise en métamorphose permanente pour utiliser un terme qui pourrait presque nous réconcilier entre l'hybridité et la mutation. Mais en tout cas, ne pas avoir peur tout en étant assez stable sur ses fondamentaux. Alors un terme très Startup Nation, désolé, mais de pivoter et d'aller vers des choses qui te font dire que tu ne t'es pas trahi, mais que pour autant tu as été exploré de nouveaux horizons. Par exemple, quand on a fait un tribunal pour les générations futures, on a eu le sentiment de faire notre travail. En gros, il s'agissait d'organiser des faux procès ou en tout cas des spectacles intellectuels, pour le dire très pompeusement, faisant penser à des procès. Et ça, c'est quelque chose que souvent dans la presse, on n'ose pas faire parce qu'on est extrêmement attaché à la rigueur journalistique. Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas attaché à la rigueur journalistique, mais en tout cas à une certaine forme de statut, il y a des codes, il y a un folklore, et il faut respecter ce folklore. Moi, je crois qu'il ne faut pas hésiter à rompre le folklore. D'accord. Ah, c'est très intéressant parce que ça me fait penser à l'échange qu'on a eu juste avant avec Alexis Onestas, qui, lui, c'est véritablement un serial entrepreneur et qui a développé vraiment différentes branches d'activités. Mais en fait, il expliquait, et on l'entend, qu'il y a un véritable fil rouge. Et s'il arrive à développer tout ça, c'est parce qu'il y a un ADN fort, en fait, c'est sa passion. Et je ne sais pas si ça vous parle ou si c'est un conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs. Je pense qu'effectivement, tout le monde n'est pas entrepreneur, en fait. D'accord. Je pense qu'il faut vraiment avoir une volonté de le devenir, parce que c'est quand même son propre emploi, c'est ses propres responsabilités. Il y a beaucoup de décisions à prendre. Tous les gens ne sont pas capables, en fait, de prendre des décisions. Il y a des gens qui ont besoin d'être guidés. D'accord. Et qui ne peuvent pas. Donc, c'est soit on est entrepreneur, soit on le devient parce qu'on a la capacité de le devenir, et c'est aussi grâce au réseau d'accompagnement, encore une fois, qu'on peut devenir entrepreneur parce qu'on apprend c'est un métier, donc on apprend ce métier, il y a énormément de choses à savoir, et donc effectivement, je pense que quelqu'un qui a la fibre entrepreneuriale en soi, il sera capable de faire plein de choses et se réinventer. Je dirais que, pour rebondir un peu sur ce qu'on est en train de dire, donc finalement, se lancer aujourd'hui, au regard des chiffres que tu as annoncés tout à l'heure, au regard de l'optimisme avec lequel on accueille finalement la réalité objective, c'est un conseil qu'on peut donner. C'est ça. Mais d'autant que nous, on observe chez Uzbek Erika un phénomène qui me paraît extrêmement intéressant, c'est la notion d'engagement dans l'entrepreneuriat. D'accord. Clairement, les entreprises font plus de politique. Alors, à chaque fois, quand on dit politique, on se sent obligé de rajouter au sens noble du terme, mais bon, en fait, oui, de la politique. Les entrepreneurs aujourd'hui en France, mais pas qu'en France, je crois que les États-Unis nous l'ont montré au moment où Trump a été élu et où les entreprises ont pris un peu le relais de la société civile. On s'aperçoit que les entreprises s'engagent dans la cité, s'engagent pour faire des choses, et que donc il n'y a plus cette espèce de distinction un peu archaïque entre d'un côté le monde du bénévolat ou le monde de la charité et le monde du business. Et qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, et je crois que cette journée, elle nous le montre aussi, c'est que des jeunes gens prennent leur sens des responsabilités, les fait prendre ce risque, cette volonté, cette sincérité. Et que la frontière est de plus en plus poreuse entre l'engagement et le fait de réussir dans le monde de l'entreprise. On le remarque également avec l'explosion finalement de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, où de plus en plus de chefs d'entreprise veulent allier justement l'activité entrepreneuriat et également cette solidarité. La question du sens, la question de l'impact. Exactement, on en a parlé pas longtemps avec le jour E. Exactement. Tu vois, donc Banque du climat, donc effectivement on retrouve des entrepreneurs qui s'engagent. Donc ce n'est pas antinomique, au contraire, ça renforce peut-être la démarche entrepreneuriale. Oui, et puis ça fait émerger un nouvel acteur dans cette espèce de grand écosystème. Ça fait sens. Ça fait clairement sens, bien sûr, et je crois que c'est de très bon augure pour la suite. Enfin, moi, encore une fois, si j'ai un seul message à faire passer aujourd'hui, c'est stop au pessimisme. D'accord. Stop au pessimisme. On est alors moi, c'est mon petit côté patriote, mais je crois qu'on est un grand pays. D'accord. Et que
On doit faire sauter toutes les frontières et évidemment, j'en profite pour le dire parce que je suis un ancien militant des banlieues, et aussi faire sauter toutes les frontières symboliques, voire réelles, entre les centres-villes et les quartiers, entre les centres-villes et les campagnes, et de redevenir un pays qui va de l'avant ensemble. Alors je m'arrête là dans mes déclarations politiques, mais c'est vraiment fondamental de s'aider les uns les autres et de penser que finalement, c'est aussi ça qui va faire qu'on va se re-regarder entre frères et sœurs. Je vais un peu loin là, mais plutôt qu'en chien de faïence. Non, tout ce matin, Stéphane Nomis nous a dit entraide et prospérité mutuelle. C'est la devise du judo, il semble. Ouais, Stéphane Nomis s'y connaît. C'est un vrai entrepreneur que j'ai eu l'occasion de rencontrer, donc que je salue. Yes. Et bien sûr, et ce qu'il fait au sein de la Fédération française de judo, c'est profondément ça. C'est respecter ces deux socles, le socle du bénévolat et d'un monde sportif en plus dans le judo qui est empreint de respect et de tradition, avec l'idée de se retrousser les manches, le kimono, et de le connecter au vrai défi de l'avenir. Et de le connecter au vrai défi de l'avenir, et donc de réconcilier ces mondes. Je crois que le terme de réconciliation, on l'utilise parfois un peu à tort et à travers, mais il est extrêmement crucial, surtout dans les périodes troubles qu'on est en train de vivre. Réconciliation, et moi quand je vous entends, je dirais même mobilisation des ressources. Je m'explique, c'est qu'en fait finalement, si tu vois les choses un peu en silo, elles ne communiquent pas. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé d'identité. L'identité, ça peut sembler être figé. Alors que si tu dis, plutôt que de penser en l'identité culturelle, mais plutôt les ressources culturelles, là finalement, tu peux mobiliser toutes ces ressources-là, toutes ces richesses au service d'un projet. Nos identités sont mouvantes aussi, elles-mêmes sont en métamorphose. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est EST, NAIT, de quelque part, on va vers un chemin. Et je crois que c'est ce chemin qui est hyper important. C'est cette perpétuelle évolution de soi-même. Et on est influencé par les autres, on influence les autres et surtout, on va vers ce pourquoi on est fait. C'est vraiment le travail d'une vie. On revient à la question de la méditation, à la grande question spirituelle, sans utiliser des mantras parfois un peu faciles qu'on a dans l'entreprise où on commence par un peu de méditation et puis ensuite on se met à faire du bise. Je crois que c'est important de se dire qu'on est à la découverte de soi-même et des autres. D'accord. Et que c'est aussi ce qui fait notre richesse en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que citoyen. Pour conclure, Audrey, Thierry, peut-être un dernier mot sur justement comment transformer, un conseil, comment transformer cette crise en opportunité. Alors, toi d'abord. Moi je dirais, si aujourd'hui vous voulez vous lancer, voilà, il faut y aller. Il faut y aller. Il y a énormément de dispositions, de dispositifs à la portée de tout le monde. L'information est à la portée de tout le monde. Et on est vraiment dans une mouvance de relance et où on veut aider la création d'entreprises. Donc je pense que c'est le moment d'y aller. Et tu as évoqué, il y a plein de dispositifs et d'outils. Le chèque digitalisation. Voilà, par exemple. Vous avez l'accès à l'information gratuite, donc notamment sur le site, encore une fois, bpifrance-création.fr, où vous allez retrouver énormément d'outils qui sont mis à disposition gratuitement de l'entrepreneur pour pouvoir réaliser, s'informer et monter son projet. Et ensuite, vous faire accompagner parce que c'est vraiment une des clés de la réussite. Merci beaucoup Audrey. Donc ça, se faire accompagner, une clé de la réussite. Et toi Thierry, peut-être un dernier mot sur comment transformer cette crise en opportunité. Peut-être que moi je parlerai du point de vue d'un média. Je pense que on ne doit pas avoir peur de penser ce qu'on pense. On doit pas avoir peur de dire aux autres ce qu'on a à dire, de les écouter aussi évidemment. Nous, on tend beaucoup le micro aux gens, mais je pense que, comme dirait Patrick Bruel, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Hein. Bon, ça, c'est plutôt ma génération. mais c'est ça, c'est en fait, notre avis compte. Notre avis compte. Donc, partagez votre avis. Merci infiniment. Là, on va passer sur une séquence, donc un nuage de mots, klaxoon. Donc les internautes sont invités à
répondre à une question qu'on leur propose là tout de suite, à savoir quelle stratégie pour transformer la crise en opportunité. Et tout de suite après, on va réagir.